La phrase qu'on entend le plus souvent dans les magasins audio, c'est « Pourquoi ne fabrique-t-on plus des stéréos comme avant ?» Et la deuxième plus répétée affirme que les vieux récepteurs valent plus que les modèles modernes. Ces deux idées se sont racontées de bien des manières au fil du temps. D'abord, on a dit que le neuf était mauvais. Ensuite, on a admis qu'il existait de bons appareils, mais qu'ils coûtaient une fortune. Aujourd'hui, il faut reprendre la carte calmement, sans nostalgie, mais avec des chiffres et du contexte. Ce voyage commence par les questions que tout le monde répète et continue avec les réponses que presque personne ne prend le temps de vérifier. Ici, pas de légende ni de promesses creuses, seulement des faits exposés clairement pour que chacun tire ses propres conclusions. Il vaut la peine de regarder ce qui a changé depuis les jours glorieux de la hi-fi, quand les stéréos étaient fabriqués en excès, sous-valorisés et abordables. Il vaut aussi la peine de comprendre pourquoi tant de gens ne se rendent même pas compte qu'en 2025, il existe toujours de très bons stéréos, au même prix réel qu'il y a 50 ans. Dans les prochaines minutes, on ouvrira des portes sur des sujets rarement bien expliqués. L'influence de la répartition actuelle du budget du foyer, le rôle des habitudes d'écoute. Où se cache le bon matériel et pourquoi il n'apparaît pas dans les allées les plus fréquentées des magasins. Et surtout, quoi regarder pour ne pas se tromper en choisissant l'équipement adapté. Pour beaucoup, l'âge d'or de l'audio domestique, ce furent les années 70. Le marché s'est rempli d'appareils robustes au très bon rapport qualité-prix et ils se vendèrent par palette. Dans un foyer qui emménageait, le budget divertissement était modeste et la liste d'appareils minimale. Un téléviseur avec 3 chaînes, un piano qu'on ne voit presque plus dans les salons aujourd'hui et un stéréo. Si la télé n'était pas allumée, c'est l'équipement qui jouait. Dans énormément de maisons, c'était pareil. La musique occupait la plus grande partie du temps libre à la maison. Facilement 80%. Les frères et sœurs se relayaient pour décider quel disque passait. L'un choisissait un vinyle de rock, l'autre une compilation de ballades romantiques et le suivant une bande originale. Il y avait un rituel, sortir le disque de sa pochette, souffler la poussière, baisser l'aiguille avec soin et régler le volume. Les cours de piano étaient subis et on ne jouait que lorsque les parents insistaient, mais le stéréo réunissait toute la famille naturellement. C'était la bande-son des tâches ménagères, des repas du dimanche et des après-midi de pluie. Dans cette scène, l'équipement n'était pas un objet décoratif, c'était le centre du salon. Les familles étaient jeunes avec des salaires modestes de col bleu. Malgré tout, une chaîne compacte tout en un de marques comme Zenith ou Quasar avec tuner FM, lecteur de cartouches 8 pistes, platine vinyle et 2 enceintes faisait le bonheur de n'importe qui. Il n'était pas question de savoir ce qu'était un son de référence. L'important, c'était de ressentir les chansons. Les classiques de l'époque sonnaient magnifiquement, même à bon volume. Cet ensemble d'entrées de gamme cohabitait avec des catalogues qui faisaient rêver. Dans la boutique du quartier, on voyait des récepteurs avec grandes aiguilles et voyants verts, des platines avec couvercles transparents et des enceintes recouvertes d'une toile marron. Il n'était pas rare d'aspirer à monter d'un cran et de viser un récepteur Pioneer SX 850, des enceintes comme les Pioneer HPM Synth et une platine vinyle Pioneer PL 17. On entendait aussi des noms comme Sansui, Marantz ou Yamaha qui incarnaient l'idée d'un équipement sérieux. L'espérance de durabilité tournait entre 10 et 15 ans. On achetait pour longtemps. Au milieu des années 70, un tel système coûtait entre 1400 et 1500 $. On payait à crédit, on l'inaugurait avec précaution et on en était fier quand les amis venaient. Les gens apprenaient à placer les enceintes espacées, à ne pas les coller au mur et à isoler la platine des vibrations. Avec des règles simples et de bons disques, le salon se transformait en petite salle de concert. Dans les années 80, l'argent des loisirs a commencé à s'étirer vers plus de postes et le salon a changé de règles. Les premières consoles grand public sont arrivées et sans Atari 2600, les hivers étaient là plus longs. En été, le vélo dominait, mais sous la neige, la télévision se transformait en terrain de jeu et le stéréo partageait les heures. La télévision par câble a multiplié l'offre, on est passé de 3 chaînes à des dizaines et cela a volé du temps au disque. Les radiocassettes portatifs ont ouvert une autre porte, on pouvait enfin fermer la chambre et écouter sans déranger personne ou emmener la musique dans le bus.
la vidéo VHS a changé les habitudes du week-end avec le rituel du vidéoclub et de la cassette rembobinée. En même temps, le Walkman a mis une bande-son aux promenades et aux trajets, car la musique a cessé d'être attachée aux meubles du salon pour se coller à la vie quotidienne. Ce fut aussi la décennie des chaînes par éléments séparés et des mini-chaînes, un format qui promettait un bon son dans moins d'espace. La liste d'appareils n'était plus minimale et le budget familial a commencé à se répartir entre plus d'écrans et plus de boutons. Dans les années 90, cette diversification s'est accélérée. Les téléviseurs et les stéréos ont baissé de prix, si bien qu'on a commencé à avoir une télé dans presque chaque pièce. À chaque télé revenait sa box câble, son magnétoscope puis son DVD. Le salon a accueilli les premiers systèmes de home cinéma avec 5 enceintes et un caisson de grave, souvent guidés par des modes simples qui simulaient du son surround. Les disques compacts ont conquis les étagères et les lecteurs CD portables sont arrivés pour prolonger la musique en mouvement. Les ordinateurs sont entrés à la maison et l'audio a pris un nouveau virage avec les premiers fichiers compressés et les graveurs de CD. La culture de la playlist et de la copie, légale ou non, a changé la manière de découvrir des chansons. Le stéréo 2 canaux existait toujours, mais il devait déjà composer avec un mélange de télé, d'ordinateurs, de petites enceintes et d'un catalogue numérique en expansion permanente. Chaque avancée apportait du confort, au prix toutefois d'une attention et d'un argent répartis sur plus de fronts. Dans les années 2000, on a assisté à un saut dans les habitudes. Les systèmes de diffusion multipièces se sont popularisés, d'abord via le réseau domestique, puis par Bluetooth. Les téléviseurs plats ont tellement baissé de prix qu'ils ont remplacé les anciens et gagnèrent de la place dans les chambres et les cuisines, presque toujours accompagnés d'une barre de son pour améliorer les voix et les effets. Les petits écouteurs sont devenus partie intégrante du quotidien et les lecteurs type iPod ont mis des milliers de chansons dans la poche. Le câble a continué de pousser avec des bouquets de sport et des chaînes thématiques et les plateformes de streaming comme Netflix ont inauguré une nouvelle façon de regarder séries et films. Des ordinateurs portables et des tablettes se sont ajoutés et le smartphone a réuni sur un écran musique, vidéo, jeux et réseaux. L'écoute est devenue plus personnelle et mobile avec des sessions courtes dans n'importe quel coin de la maison et des playlists qui changeaient tout le temps. Le stéréo classique n'a pas disparu, mais il a commencé à cohabiter avec un environnement plus varié et avec des appareils pensés pour s'allumer et s'utiliser sans complication. Dans ce paysage, une famille qui démarre dans les années 2000 entre dans une grande surface, carte en main, et en sort avec tout l'écosystème pour divertir tout le monde, sans changer de magasin. Il n'y a plus une télé, un stéréo et peut-être un piano. Il y a maintenant une liste qui n'en finit pas, et le pouvoir d'achat dédié au stéréo se dilue. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un affirme que dans les grandes surfaces il n'y a que de la camelote, il décrit en partie le niveau de prix visé. Aujourd'hui, on vend des stéréos 2 canaux pour 200 $, un chiffre qui, en valeur du milieu des années 70, équivaudrait à environ 35. C'est bon marché, très bon marché, et qu'il dure 6 ou 7 ans impressionne même. À ce prix, les économies de coûts dictent la loi. Châssis léger, alimentation petite et une télécommande qui fonctionne mais ne frime pas. Le catalogue se remplit de fonctions qui attirent l'œil, Bluetooth, entrées optiques et mode de son, et l'on sacrifie des pièces qu'on ne voit pas. Ce n'est pas que le vendeur cache un secret, c'est la logique du budget. Si l'on veut monter en gamme, des options existent, mais elles ne sont pas souvent dans l'allée principale. Elles se trouvent dans la zone moins fréquentée ou dans des magasins spécialisés où le prix ne rivalise plus avec une barre de son ou des écouteurs à la mode. Quiconque voudrait aujourd'hui reconstituer l'ensemble typique des années 70 avec un pioneer de cette série, de grandes enceintes de salon et une bonne platine vinyle, verrait une facture proche de 8 000 $. Ce n'est pas un caprice, c'est la somme du coût de ces pièces bien entretenues ou restaurées, plus l'expédition, plus le réglage fin pour que tout soit en ordre. Avec ce budget en 2025, on monte un système impressionnant sans transpirer, un amplificateur sérieux, des enceintes à bonne sensibilité et une platine vinyle stable qui tient la vitesse sans tremblement. Vu ainsi, tout prend sens. Il y a trop d'appareils qui se disputent le temps et l'argent à la maison et le budget est étiré jusqu'à la limite.
Le souvenir de ce système des années 70 inclut une situation différente. Moins d'écrans, moins de dépenses dispersées et un achat fait pour de nombreuses années. Aujourd'hui, l'achat se répartit entre plusieurs appareils qui éclairent, divertissent et connectent, et le stéréo perd en visibilité dans la liste. Non pas parce qu'il sonne forcément moins bien, mais parce que la priorité a bougé et que l'argent va vers les produits utilisés à chaque heure de la journée. Mais soutenir qu'on ne fabrique plus aujourd'hui du matériel à la hauteur des années 70 est faux. À prix comparable, on fabrique des machines très sérieuses et des progrès énormes ont été réalisés dans la manière d'amplifier dans l'acheminement du signal et dans le travail des enceintes. Un intégré actuel de milieu de gamme bien choisi délivre une puissance stable, une distorsion très faible et un niveau de silence qui, autrefois, n'apparaissait que sur les modèles très haut de gamme. Les lecteurs réseau actuels fournissent un signal très propre, qu'ils viennent de fichiers ou de streaming. L'amplification moderne ne sonne plus froide et remue des enceintes exigeantes sans chauffer. Les systèmes de calibrage automatique aident une pièce normale à bien sonner sans tapisser le salon de panneaux. Et, côté enceinte, une fabrication plus précise et des matériaux modernes donnent des pièces mieux ajustées et un son plus uniforme. Qui cherche une qualité réelle la trouve chez des marques de référence comme Yamaha, Advance Paris, Macintosh, Marantz, Luxman ou Cambridge Audio. Et aussi chez des maisons moins médiatiques qui soignent le design et la mesure. Autre chose est la réparabilité et peut-être la longévité, où les années 70 restent une référence pour une raison claire. Ces équipements utilisaient de grosses pièces et des schémas simples qu'un technicien pouvait suivre au multimètre. Cela facilite beaucoup de réparations. Il ne faut pas pour autant idéaliser. Après tant de décennies, il y a des composants vieillissants, des pièces retirées du catalogue et de moins en moins de spécialistes capables de rendre à un appareil son état d'origine. On peut réparer, oui, mais ce n'est pas toujours bon marché, ni immédiat, et parfois, quelque chose qui semblait réglé retombe en panne peu après. Sur le matériel actuel, la réparation peut être plus complexe à cause de modules ou de cartes denses, mais en échange, on gagne en précision, en sécurité et en prestations qui n'existaient pas. Le problème est celui de la visibilité. Ce qu'on voit en permanence, ce sont des publicités pour enceintes Bluetooth, système d'enceinte sans fil pour la maison, barre de son et écouteurs, parce qu'ils s'adressent à un public immense et qu'ils trônent dans chaque vitrine numérique. Pendant ce temps, les amplificateurs intégrés et les récepteurs de canaux se vendent en volume faible si on compare avec l'avalanche des années 70. Ils semblent donc disparaître alors qu'ils sont toujours là. À cette impression s'ajoute une habitude d'achat qui déforme la perception du prix. Beaucoup de gens changent de mobile tous les 2 ou 3 ans et la dépense cumulée sur une décennie égale sans effort le prix d'un bon amplificateur à 1 000 $. Cette dépense paraît normale, tandis qu'on regarde avec méfiance le prix d'un équipement sérieux qui peut accompagner de nombreuses années. La conclusion n'est pas que le moderne est de la camelote, c'est que la conversation publique tourne autour de produits de masse et laisse de côté ce qui n'est pas dans l'allée principale. Qui observe calmement et compare les prestations et le coût réel, découvre qu'il existe aujourd'hui des alternatives très solides au même niveau de prix qu'alors, avec des avantages clairs en confort et en qualité mesurée. L'esthétique joue aussi. Beaucoup demandent pourquoi on ne fabrique pas des récepteurs avec l'allure vintage d'antan. La réalité, c'est que la radio AM/FM n'est plus la priorité de presque personne et recréer cette façade en aluminium avec échelle analogique, aiguille, vrai bois et grand sélecteur implique des procédés coûteux en petite série. Un tel appareil nécessiterait des certifications radio, des modules de syntonisation de qualité, des usinages précis et des finitions qui n'ont de sens aujourd'hui que dans le haut de gamme. Le prix s'envole. C'est pourquoi les marques qui flirtent avec le classique le font souvent sans radio ou avec des fonctions minimales et mises sur le design pour le charme. On trouve ainsi des intégrés avec vumètres à aiguilles comme les Yamaha AS1200, les Luxman L505UX, les Macintosh MA252 aux lampes apparentes ou le Leak Stereo 130 au visage rétro. Ils ont cette présence des années 70 mais apportent ce qu'on utilise vraiment aujourd'hui. Entrée phono pour platine vinyle, convertisseur numérique pour la télévision ou le lecteur réseau, télécommande et protection moderne.
Le clin d'œil. Vintage existe, radio incluse et prix contenu réunis presque jamais. Avec tout cela, on comprend mieux l'évolution du stéréo et pourquoi en 2025, tant de gens qui achètent en grande surface pensent que les équipements modernes sont de la camelote ou qu'un récepteur à 1000 $ est gonflé. Il ne s'agit pas de l'absence de bons appareils, il s'agit de visibilité et de la manière dont le budget du foyer se répartit entre écran et dispositifs. Les allées principales des magasins et la publicité mettent en avant barres de son, enceintes Bluetooth et écouteurs parce qu'ils se vendent plus vite et à plus de monde. Le stéréo 2 canaux vit dans une autre rue. Pour le trouver, mieux vaut regarder du côté des boutiques spécialisées, des forums d'utilisateurs et des distributeurs qui laissent écouter calmement. Comparer par cycle de vie aide aussi. Un mobile de milieu de gamme tous les 3 ans additionne autant qu'un bon amplificateur sur une décennie. Une paire d'enceintes bien choisies dure encore plus longtemps si on en prend soin. Vu ainsi, le chiffre cesse de faire peur et la relation entre plaisir, temps et argent change de place. La grande question finale est ailleurs. Comme société, est-on mieux maintenant ou l'était-on avec moins de distractions et un unique équipement musical pour toute la maison ? Peut-être que la mémoire dore l'enfance, ou peut-être que choisir un disque en famille fut l'un des meilleurs moments à vivre. Il n'y a pas de réponse unique. Ce qui est clair, c'est que le bon son reste accessible à qui décide de le chercher, de faire de la place à l'écoute et de remettre la musique au centre même s'il y a 1000 écrans autour. Ce stéréo des parents l'emporterait-il encore aujourd'hui ? Cela dépend de chaque salon, de chaque oreille et de l'importance qu'on accorde au fait d'éteindre un moment le bruit et d'allumer la musique. Aujourd'hui, il existe toujours d'excellents stéréos, au prix d'antan si l'on compare avec la tête froide et avec la qualité réelle. Tout ce qui sonne fort n'est pas bon. Le bon est toujours là pour qui cherche, écoute et compare sans se presser. Bien choisir aujourd'hui peut offrir autant d'heures de musique que ce système qui régnait dans le salon familial. La différence, c'est où l'on regarde, comment on essaie et combien on valorise le fait d'avoir la vraie musique au centre. En ce sens, la question reste en suspens. Pourquoi le stéréo de nos parents pourrait-il sembler meilleur que l'actuel ? Peut-être parce qu'on lui consacrait du temps et de l'attention. Avec le même état d'esprit, un équipement de 2025 peut briller autant ou davantage. Si ce parcours t'a été utile, un like est le bienvenu. Un commentaire aussi pour raconter quel appareil de cette époque serait le retour parfait ou ce que tu penses de ce débat entre les stéréos d'avant et ceux d'aujourd'hui. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Merci d'être là et à la prochaine.